La Russie menace à nouveau l'arme nucléaire. L'ancien président du pays, Dmitry Medvedev, a déclaré que la Russie attaquerait tout pays occidental qui enverrait des troupes en Ukraine dans le cadre d'une opération de l'OTAN, comprenant des frappes nucléaires. Sa menace est apparue début mai 2024, lorsque Medvedev a déclaré sur les réseaux sociaux que toute réponse à une telle action prendrait la forme d'une frappe hors d'Ukraine. Pire encore, il a souligné à quel point une grève serait dommageable, affirmant qu'elle constituerait une catastrophe mondiale dont aucun dirigeant occidental ne pourrait se cacher. Il n'est pas le seul à menacer ainsi. L'actuel président russe, Vladimir Poutine, a affirmé à plusieurs reprises qu'il pourrait déployer des armes nucléaires tactiques en Ukraine. Mais ces menaces se sont intensifiées en mai après les commentaires de divers dirigeants mondiaux sur la possibilité d'une entrée de troupes de l'OTAN en Ukraine et sur l'utilisation par l'Ukraine d'armes fournies par d'autres pays. Ces réponses étaient simples. La Russie sera prête. Poutine a publié une déclaration indiquant que les soldats du district militaire sud de la Russie mèneraient des exercices visant à préparer et à tirer des armes nucléaires non stratégiques. Selon lui, c'est la bonne réponse aux affirmations du président français Emmanuel Macron selon lesquelles l'envoi de troupes de l'OTAN en Ukraine n'est pas exclu, ainsi qu'aux affirmations du ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron selon lesquelles rien n'empêche l'Ukraine d'utiliser des armes de fabrication britannique en Russie même. La menace d'une guerre nucléaire est plus grande qu'elle ne l'a été depuis des décennies. Et si la Russie devait attaquer un membre de l'OTAN, cela entraînerait inévitablement l'implication des États-Unis dans la mêlée. Toute attaque contre un allié de l'OTAN sur son territoire est considérée comme une attaque contre tous les alliés de l'OTAN en vertu de l'article 5 de la Charte de l'OTAN. Ce qui signifie que si Poutine mettait à exécution sa menace, il engloutirait la majeure partie de l'hémisphère nord dans une guerre nucléaire. Tout cela peut vous amener à vous poser une question. Comment une guerre nucléaire vous affecterait-elle personnellement? Quoi qu'il en soit, tout a toujours commencé par le choix d'un pays. Si ce pays était de la Russie, sa cible serait tout membre de l'OTAN doté de capacités nucléaires, avec les États-Unis comme cible principale, ainsi que la France et le Royaume-Uni. Le premier lancement russe aura probablement lieu depuis Rabachi, une installation de stockage de plusieurs types d'armes nucléaires lancées par sous-marin, dont les SSN-6, le SSN-8 et le SSN-Dix-8. Rabachi est une base militaire située au nord-ouest du Canada. Une première frappe russe signifierait probablement l'envoi de sous-marins dans le Pacifique Nord et potentiellement dans l'océan Arctique pour garantir que les premiers missiles atteignent les États-Unis le plus rapidement possible. Les États-Unis réagiraient presque immédiatement. Il recevra des informations sur les lancements presque immédiatement après leur réalisation, grâce aux satellites du programme d'assistance à la défense exploité par l'US Army Space Force. Ces satellites sont sur des orbites géosynchrones permanentes autour du monde et les données qu'ils transmettent provoquent une réponse américaine. Cette réponse serait double. Les États-Unis maintiennent un stock de missiles nucléaires dans le cadre de ce que l'Union of Concerned Scientists appelle une alerte de déclenchement capillaire. Cela signifie que ces missiles sont constamment en attente, ce qui permet au président du pays de donner l'ordre de lancement en quelques minutes. Ainsi, avant que la première salve d'armes nucléaires russes n'atteigne les États-Unis tireront leurs lanceurs et prépareront également autant de bases de lancement que possible pour les missiles balistiques intercontinentaux, qui mettront environ 30 minutes pour atteindre la Russie. Une autre réponse sera l'activation du Ground Main Course Defense System, GMD. Ce système est conçu pour détruire les ogives nucléaires lorsqu'elles sont en plein vol, c'est-à-dire en dehors de l'atmosphère terrestre. Le système est parfaitement positionné pour tenter d'intercepter le lancement initial russe. 40 intercepteurs au sol sont stationnés à Fort Greely, en Alaska, près de l'endroit où la Russie tirerait probablement sa première salve. Mais il y a un problème. Le système GMD est loin d'être efficace à 100%. Dans les tests basés sur des scénarios, le taux de réussite n'est que d'environ 50%. Ce qui signifie qu'au moins la moitié de la salve initiale d'ogives nucléaires russes pénétrera, et d'autres suivront. Outre les missiles lancés depuis Rabachi, la Russie a lancé des centaines de missiles balistiques intercontinentaux,
ou Missiles Ballistiques Intercontinentaux, qui mettront environ 30 minutes pour atteindre le continent américain. Les États-Unis ont répondu avec leurs propres missiles, également dirigés vers la Russie. Quant à vous, vous ne saurez peut-être même pas qu'une telle chose se produit jusqu'à ce que vous commenciez à voir les nuages révélateurs de missiles nucléaires se diriger vers les États-Unis, environ 10 minutes après le lancement. La première ogive sera larguée du Rabachi et de ses sous-marins. Toutefois, les premiers missiles qui arriveront ne seront pas des bombes nucléaires traditionnelles. Ce sera une arme à impulsion électromagnétique, ou EMP. Des ogives EMP explosent au-dessus des grandes villes. Et chaque détonation libère des rayons gamma qui ionisent dans les particules en suspension dans l'air. Des ions positifs et des électrons. Compton sont produits, conduisant à une impulsion d'énergie qui produit également un champ électromagnétique extrêmement puissant. Tous les systèmes alimentés électriquement risquent de s'arrêter instantanément en raison d'une impulsion. Les réseaux électriques, les appareils mobiles et même les véhicules cessent tout simplement de fonctionner. Fire and Core. Il ne faut pas beaucoup de bombes pour provoquer une destruction totale aux États-Unis, selon le département de la santé de l'État de Washington. Des tests atmosphériques effectués aux États-Unis en 1962 ont révélé l'ampleur des effets d'une bombe EMP. Les États-Unis ont fait exploser une arme nucléaire de 1,4 mégatonnes à 250 000 au-dessus de l'île Johnson. Et l'IEM généré par l'explosion pourrait être observé jusqu'à Hawaï, à 800 000 de l'explosion. Panne de fusibles et de lampadaires. Interruption des services téléphoniques. En cas d'attaque nucléaire russe, ils enverront plusieurs armes nucléaires de ce type, dont chacune explosera à haute altitude pour perturber les équipements électriques américains. Selon l'endroit où vous vous trouvez par rapport à la détonation, vous les verrez probablement dans le ciel. Cependant, les signes les plus évidents que quelque chose ne va pas seront l'arrêt du fonctionnement des composants électroniques, la panne du smartphone, la panne du courant, l'arrêt des feux de circulation et le fait que de nombreux véhicules, en particulier ceux qui dépendent de systèmes électriques, commenceront à geler. Au pire, cela aura un effet à l'échelle nationale. Même si votre smartphone survit aux premières explosions, vous risquez de ne plus pouvoir communiquer avec vos proches. C'est de cela qu'il s'agit. Les armes EMP perturbent les communications et perturbent les opérations militaires américaines. Cela pourrait même empêcher le lancement de certaines armes nucléaires, même si les têtes nucléaires dont les États-Unis sont en attente se dirigeront déjà vers la Russie avant que les bombes nucléaires EMP n'explosent. Heureusement, les impulsions EMP ne vous tueront pas, du moins pas directement. Les premiers décès seront indirects et résulteront d'incidents impliquant l'arrêt d'équipements électroniques. Les pannes de machines dans les hôpitaux peuvent tuer certains patients. Et beaucoup meurent dans des accidents de la route causés par une panne de véhicule. Les réseaux ferroviaires et les installations industrielles, ainsi que les réseaux d'eau, d'énergie et informatique, seront immédiatement fermés. Presque tout ce qui rend la vie moderne possible disparaîtrait en un instant. Sur le terrain, vous allez, comme des millions d'autres Américains, paniquer. Mais après ces premières détonations, vous aurez quelques minutes de répit. Le monde qui vous entoure peut être étrangement silencieux ou rempli des cris de panique de centaines de personnes, selon l'endroit où vous vous trouvez. Cependant, le sentiment instinctif le plus visible sera la confusion. Que s'est-il passé et pourquoi? Vous obtiendrez des réponses environ 20 minutes après l'explosion de l'arme nucléaire EMP. Puis, la première fusée ICBM russe atterrit. Les cibles de ces missiles balistiques intercontinentaux sont les centres de commandement et de contrôle militaire et toutes les grandes villes des États-Unis. Ces villes ont été ciblées pour deux raisons. Ils sont également susceptibles de contenir des bases militaires ou au moins du personnel militaire. Et la destruction des infrastructures critiques empêchera les États-Unis de se remettre rapidement des explosions nucléaires. Ces ICBM seront différents du SSN Dix-8 basé sur Rabachi sous-mentionné, qui est les ICBM SS Dix-9, SS-27, Mod 1 et SS-27 Mod 2. Ces derniers peuvent également être tirés sous forme de missiles balistiques intercontinentaux mobiles,
dont des centaines arriveront aux États-Unis dans la prochaine heure. Si vous doutez de ce chiffre, l'Arms Control Association, ACA, affirme que la Russie possède un 549 armes nucléaires stratégiquement placées, dont 95% sont prêtes en permanence pour une utilisation au combat. C'est ce qu'a déclaré Valery Gerasimov, chef d'état-major général de la Russie, qui a soumis la demande en décembre 2021. Au moment même où les États-Unis sont touchés, la Grande-Bretagne et la France sont également victimes d'attaques nucléaires. Les deux pays sont capables de se doter d'armes nucléaires, même si le nombre d'armes qu'ils ont amassées est dérisoire en comparaison de celui des États-Unis et de la Russie. Selon l'ACA, ce qui est encore pire pour la France et la Grande-Bretagne, c'est que leurs 290 et 225 bombes nucléaires, respectivement, n'ont pas été déployées stratégiquement. Ils sont simplement destinés à être utilisés selon les besoins. Et les frappes préventives russes sont susceptibles de détruire la capacité de tout pays à riposter de manière significative. Ensemble, ces ICBM transportent environ 60% des têtes nucléaires russes. Ils seront suivis de missiles de croisière dotés de leurs propres têtes nucléaires, dont certains mettront plusieurs heures à atteindre leur cible. Mais peu importe le temps qu'il faudra pour que les missiles arrivent. Les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose pour les arrêter. Le GMD est déjà submergé par la salve initiale d'armes à impulsion EMP et est pratiquement inutile à ce stade. Il ne vous reste plus qu'à attendre les explosions. Chaque frappe provoque une puissante explosion nucléaire presque aussi chaude que le noyau du Soleil et incinère instantanément tout ce qui se trouve à proximité immédiate. Cependant, ceux qui se trouvent à une distance décente de la zone d'impact ne sont pas non plus en sécurité. Des brûlures cutanées modérées sont toujours possibles, ainsi que la mort ou des blessures causées par des éclats d'obus éjectés par l'explosion. Si vous avez la malchance d'assister à une explosion sans être tué par l'explosion elle-même, votre rétine risque d'être brûlée, à tout le moins. Vous subirez des lésions oculaires et une éventuelle cécité temporaire. Puis viennent les ondes de choc. Les armes nucléaires créent de puissantes ondes de choc, qui entraînent des pics de pression instantanés. Combinées à la pression dynamique provoquée par l'explosion elle-même, l'onde de choc peut se répercuter sur des kilomètres, endommageant les bâtiments sur son passage. Ces ondes de choc peuvent également vous tuer si vous avez la malchance de vous retrouver au sol, déchirant votre corps et vous envoyant voler. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour vous protéger à ce stade? Selon les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, les personnes qui se retrouvent accidentellement dans un abri ou un sous-sol doivent immédiatement se détourner de la zone de l'explosion, fermer les yeux et se laisser tomber au sol. Allongez-vous face contre terre, les bras sous le corps et attendez. Vous ressentirez probablement 2 ondes de choc et une chaleur intense vous traverser. Ces derniers peuvent vous tuer quoi qu'ils fassent, même si ceux qui sont suffisamment éloignés de la zone d'explosion devraient en être capables de résister à la chaleur et, espérons-le, de ne pas être écrasés par les éclats d'obus créés par les ondes de choc. C'est une petite défense contre ce à quoi vous êtes confrontés, mais c'est la seule chose que vous puissiez faire. Le danger n'est pas encore écarté, car 2 autres problèmes vous attendent juste après l'explosion. Intoxication par les radiations et tempêtes de feu. Toute personne qui s'approche du site de l'explosion et parvient d'une manière ou d'une autre à survivre à la fois à la boule de feu initiale et aux ondes de choc générées par l'arme nucléaire sera exposée à des doses de rayonnement extrêmement élevées. Dans de nombreux cas, ils développeront un syndrome d'irradiation aiguë. Les brûlures causées par les radiations commenceront à apparaître sur la peau en quelques minutes. Et il faudra parfois des jours, voire des semaines, pour que d'autres symptômes apparaissent. Ils peuvent varier d'une rougeur mineure de la peau à un cancer généralisé. Et tout dépend de la distance de l'explosion, de la quantité de rayonnement libéré et même du type de rayonnement. Et vous ne savez pas si vous êtes à des kilomètres de la première explosion. Les retombées radioactives d'une explosion peuvent se propager sur des kilomètres dans l'air, ce qui signifie que le simple fait de respirer vous met en danger. Il en va de même pour l'eau destinée à être consommée et bue. Tous deux seront contaminés par des retombées radioactives et, pire encore, il existe un risque que peu de choses puissent être faites dans les 2 cas.
Grâce aux bombes russes EMP combinées aux dévastations causées par les explosions nucléaires, les services d'urgence seront plus lents à réagir et auront les mains pleines avec des milliers de personnes touchées par la crise. En supposant que les services énergétiques soient disponibles, les impacts peuvent les détruire en un instant, et les communications sont également entravées par les explosions EMP, qui ont décimé l'équipement utilisé par ce personnel clé. Quant aux tempêtes de feu, elles apparaîtront juste après l'explosion. Ils surviennent lorsqu'un grand nombre d'incendies individuels plus petits, tels que ceux provoqués par une explosion nucléaire, se combinent pour créer un incendie de grande ampleur. Considérez-les comme des ouragans brûlants. De nombreux petits incendies chauffent tellement l'air que des vents d'ouragan se créent et attirent vers l'intérieur le plus grand feu créé par ces nombreux petits incendies. Les incendies plus importants s'intensifient à mesure que le vent y souffle de l'air, attisant les flammes jusqu'à ce qu'une tempête de feu éclate. Selon les archives atomiques, les explosions auxquelles vous êtes susceptible de faire face créeront les conditions idéales pour qu'une tempête de feu se produise. Cela se produirait certainement dans des zones contenant au moins 8 kg de matériaux combustibles et il existe une forte probabilité que la moitié des structures situées dans la zone de souffle prennent feu en même temps. La zone brûlée couvrira facilement au moins 5 miles carrés et probablement plus. La seule chose qui peut empêcher la formation d'une tempête de feu est si les vents dans la région dépassent 8000 par heure. Ces tempêtes de feu seront presque aussi dévastatrices que l'épidémie elle-même. Pour rappel, la bombe atomique larguée sur Hiroshima a provoqué une tempête de feu qui a détruit 4,4 miles carrés de la ville. Cela montre à quel point la chaleur produite par ces tempêtes de feu est intense. Ils engloutissent de vastes zones de la ville, les fouettant de vents de tempête et brûlant presque tout ce qu'ils touchent. Le verre fondra. L'asphalte se transformera en un liquide inflammable, semblable à de la lave. Et même les structures utilisées comme support pourraient commencer à fondre, en fonction de la force de la tempête de feu. Si vous êtes pris dans cette tempête de feu, vous n'avez aucune chance de survivre. Donc, si vous survivez à l'explosion initiale et aux ondes de choc qu'elle crée et ne souffrez pas immédiatement d'un grave empoisonnement aux radiations et de brûlures, vous n'avez qu'une seule option. Commencer. Courez aussi loin que possible de la zone d'explosion pour réduire le risque d'être pris dans la tempête de feu. Maintenant, disons que vous survivez à tout cela. Même si cela semble improbable, c'est possible. Une bombe nucléaire de 10 kilotonnes incinérera les gens jusqu'à 7 miles de distance et aveuglera ceux qui verront l'explosion jusqu'à 53 miles de distance. Si vous êtes à la périphérie d'une grande ville ou si vous vivez dans une zone plus rurale, vous risquez de subir les premières explosions. Et alors, la situation ne fera qu'empirer à partir de maintenant. De multiples tempêtes de feu provoquées par des centaines d'armes nucléaires ayant explosé sur le sol américain enverraient d'énormes panaches de fumée dans l'atmosphère. À cela, nous ajouterons toutes les cendres créées par l'incendie des villes. Et rappelez-vous, cette fumée et ces cendres ne viennent pas uniquement des États-Unis. La Russie connaîtra la même destruction que celle que connaissent les États-Unis grâce aux représailles américaines. Pire encore, la Grande-Bretagne et la France risquent de partir en fumée suite aux frappes préventives de la Russie. Après tout, Moscou ne veut pas que ces pays dotés de capacités nucléaires soutiennent les États-Unis au titre de l'article 5 de la Charte de l'OTAN. Toutes ces cendres et fumées, jusqu'à 165 millions de tonnes, s'élèvent dans l'atmosphère et se propagent, couvrant tout l'hémisphère nord dans un parapluie géant à travers lequel les rayons du soleil pénètrent à peine. La température de l'atmosphère chute rapidement et les plantes commencent également à se débattre et finissent par mourir parce qu'elles sont incapables d'effectuer le processus de photosynthèse. L'hémisphère nord de la Terre entre dans un hiver nucléaire. La planète a déjà subi les effets d'un hiver nucléaire, quoique à une échelle bien moindre que celle que provoquerait l'explosion de centaines d'armes nucléaires dans l'hémisphère nord. Prenons, par exemple, l'éruption du volcan indonésien Krakatoa en 1883. L'éruption était si puissante qu'elle a rejeté suffisamment de cendres dans l'atmosphère pour abaisser les températures mondiales de 2,2 degrés Fahrenheit. Cela peut sembler peu,
Mais le type de changement de température atmosphérique peut avoir des effets inhabituels. À peine 68 ans avant l'éruption du Krakatoa, une éruption similaire s'est produite au mont Tambora. Conséquence de l'éruption, une année sans été. Aux États-Unis, les gens ont déclaré ressentir des températures de 5 à 10 degrés Fahrenheit plus fraîches que la normale. Certaines régions enregistrent même de la neige pendant l'été. Les températures plus froides ont eu un impact énorme sur l'agriculture, provoquant la mort des cultures et la mort de centaines de milliers de personnes dans le monde. Ce n'est rien comparé à ce qui se passerait après une guerre nucléaire. Dans leur livre A Path Where No Man Thought, le regretté astronome Carl Sagan et le spécialiste de l'atmosphère Richard Turco affirment qu'il existe 6 classes possibles d'hiver nucléaire. Et celle que vous pourriez rencontrer dépend de l'ampleur d'une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis. Son arsenal nucléaire connaîtrait un hiver nucléaire minime. Cela signifierait très peu de nuages de fumée et aucune conséquence à long terme pour le reste du monde. Un hiver nucléaire marginal est à venir. Et même dans ce cas, les perspectives pour le reste du monde sembleraient sombres. Les températures dans l'hémisphère nord chuteraient de plusieurs degrés, ce qui aurait un effet dévastateur sur les centres agricoles encore capables de fonctionner après les explosions nucléaires. La production s'arrêterait littéralement si les récoltes mouraient, entraînant la mort de millions de personnes. Selon Sagan et Turco, le nombre de morts dus à cette famine serait à peu près égal au nombre de morts dus aux explosions. Passer à un hiver nucléaire nominal, qui se produirait si 6-0 à 12-0 armes nucléaires explosaient, et que la baisse de température atteignait 18,3 degrés Fahrenheit. L'hémisphère nord tout entier serait couvert d'un ciel sombre et ressentirait également les effets de la sécheresse, de la famine et des retombées nucléaires. Même si les nuages de fumée finiront par se dissiper, la couche d'ozone sera pratiquement détruite par les explosions nucléaires, ce qui entraînera une augmentation significative du rayonnement solaire atteignant la surface de la Terre. Ironiquement, cela rendrait l'hémisphère nord sensiblement plus chaud qu'auparavant, avec des variations brutales de température qui continueraient de détruire la production agricole. Les cours deviennent de pire en pire, aboutissant à un hiver nucléaire extrême en 6e année. Cela ne peut se produire que si le monde entier est plongé dans une guerre nucléaire, qui entraînera l'extinction de la plupart des formes de vie sur la planète, des humains aux plantes, dans des conditions où la Terre est plongée dans une obscurité perpétuelle. Heureusement, vous n'aurez pas à affronter un hiver nucléaire extrême dans une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis. Cependant, un hiver nucléaire nominal est tout à fait possible, voire probable, en raison du grand nombre d'armes nucléaires que les deux pays pourraient déployer. Il est intéressant de noter que l'hiver nucléaire nominal, provoqué par la guerre, n'aura pas beaucoup d'impact sur l'hémisphère sud, du moins sur le plan écologique, étant donné que les principales cibles, en particulier les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni et la France, se trouvent au-dessus de l'équateur. Tous connaîtront un hiver nucléaire nominal, tout comme tous les pays de l'hémisphère nord, qu'ils soient touchés ou non par les explosions. Toutefois, cela ne signifie pas que l'hémisphère sud en sortira indemne. Alors que Sagan et Turco suggèrent que l'impact environnemental sous l'équateur sera minime, les impacts sociaux et économiques seront énormes. Après tout, l'hémisphère nord est responsable de la majeure partie de la nourriture mondiale. Les États-Unis, à eux seuls, ont produit 3,03 tonnes de nourriture par habitant en 2021, dont la totalité a disparu grâce à l'hiver nucléaire. Il en va de même pour les 2,84 tonnes métriques du Canada, les 2,4 tonnes de la France, les 2,22 tonnes de la Russie et les 1,92 tonnes de la Chine par habitant. Tout cela serait perdu à cause d'un hiver nucléaire, puisque tous ces grands pays sont des producteurs alimentaires de l'hémisphère nord. L'économie mondiale s'effondrera également en raison de la dévastation dans l'hémisphère nord. La Russie et les États-Unis seraient pratiquement détruits, tout comme la Chine. Bien qu'elle n'ait pas été la cible des explosions nucléaires, elle aurait été dévastée par l'hiver nucléaire et la famine qui l'a provoquée. Les pertes dans ces pays auraient un impact énorme sur l'hémisphère sud. Fini le soutien à l'Afrique à travers l'initiative La Ceinture et la Route.
Fini la dépendance à l'égard du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale. Après un hiver nucléaire, de nombreuses capitales culturelles, scientifiques et économiques de la Terre cesseront tout simplement d'exister. Bref, vous auriez assisté à la désintégration complète de la société si vous aviez eu la chance de survivre à la fois aux explosions et à l'hiver nucléaire qui a suivi. Dans ce cas, le nom bonheur peut être trompeur. La vie ne ressemblera à rien de ce que vous avez jamais connu. Mais au moins, vous ne ferez pas partie des 5 milliards de personnes, soit environ 63% de la population terrestre, qui meurent de faim généralisée à la suite d'une guerre nucléaire. Mais il faudra quand même composer avec des températures négatives. Dans une étude de 2006 publiée dans le Journal of Geophysical Research, un groupe de scientifiques a testé un modèle climatique moderne dans lequel les États-Unis et la Russie utilisaient toutes leurs armes nucléaires actives l'une contre l'autre. Ils ont conclu que le refroidissement moyen de la surface mondiale se situerait entre 44,6 et 46,4 degrés Fahrenheit. En Amérique du Nord, ce serait encore pire. Sa température de surface peut descendre jusqu'à 68 degrés Fahrenheit. Ainsi, même si vous survivez aux explosions, échappez aux tempêtes de feu, ne subissez pas d'empoisonnement aux radiations et trouvez d'une manière ou d'une autre une source de nourriture viable, vous serez également confronté à une ruée désespérée pour trouver un abri. Chaude dans un pays où de nombreux bâtiments ont été détruits par la guerre nucléaire. Tout cela nous laisse avec une dernière question. Survivriez-vous à une guerre nucléaire totale entre les États-Unis et la Russie? Les chances ne sont pas en votre faveur. Les premières explosions, combinées aux tempêtes de feu qu'elles ont provoquées et à la rupture sociale qui en a résulté, auraient tué plusieurs millions de personnes. Des milliards d'autres mourront de faim et de sécheresse généralisée. Et les températures glaciales tueront des millions d'autres qui ont du mal à trouver un abri et de la chaleur. Au total, moins d'un quart de la population mondiale est susceptible de survivre et de vivre dans un monde où la couche d'ozone s'est effondrée et où les stocks de poissons de la planète ont été décimés. L'agriculture à grande échelle n'existerait pas avant des décennies, et les États-Unis et la Russie seraient parmi les plus durement touchés. Après tout, l'Alliance pour la science affirme que la production de calories dans les aliments diminuerait de 98,9%, tandis qu'en Russie, elle diminuerait de 99,7%. La production chinoise chuterait de 97,2%, avec une baisse quasi totale des calories en Grande-Bretagne et en France. In terms simples, si les bombes ne vous tuent pas, l'hiver nucléaire et ses nombreuses conséquences le feront probablement. Cependant, il s'agit du pire scénario qui suppose que les États-Unis et la Russie se lanceront mutuellement tout leur arsenal d'armes nucléaires. Pensez-vous qu'il y ait une possibilité que cela se produise? Et si oui, avez-vous un plan de survie pour éviter un hiver nucléaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires et merci d'avoir regardé la vidéo. Allez maintenant regarder Poutine se préparer à la guerre nucléaire ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.